Et à la fin de ce webinaire, on aura un petit temps d'échange. Vous pourrez poser toutes vos questions. N'hésitez pas. Voilà, l'idée ici, c'est de vous aider à organiser des séjours de répit pour les enfants ukrainiens, de mettre notre expérience à contribution pour vous aider à organiser des séjours de répit pour les enfants ukrainiens. Voilà, c'est vraiment notre mission. Notre mission, c'est d'aider un maximum d'enfants de pouvoir respirer loin de la situation difficile en Ukraine. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider pour mettre en place ces beaux projets pour les enfants ukrainiens. Donc voilà, c'est pourquoi le webinaire s'intitule Comment organiser un séjour de répit pour les enfants ukrainiens. C'est pas un titre très très créatif, mais ça dit ce que ça veut dire. Voilà, l'idée c'est de vous donner un peu toute la partie opérationnelle basée sur notre expérience, parce qu'on a organisé plus de 58 séjours. On en a eu beaucoup les dernières semaines de répit en France et en Allemagne pour les enfants ukrainiens. Donc on a fait face à toutes les challenges, toutes les erreurs, et du coup on a appris de tous les challenges et toutes les erreurs. Et l'idée c'est de vous mettre à donner un peu tout ce qu'on a appris depuis qu'on fait ça depuis mai 2022, pour que vous puissiez aussi voir un peu peut-être les erreurs à ne pas commettre, et surtout que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir réaliser un séjour pour les enfants. Alors rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui: introduction, contexte, voilà, je vais me présenter notre organisation, etc. On va voir pourquoi organiser un séjour de répit, l'impact que ça peut avoir sur votre collectivité, sur les enfants, et aussi sur votre partenariat, si vous avez déjà un partenariat avec nos amis ukrainiens. On va voir les étapes clés de l'organisation d'un séjour de répit, les 3 piliers d'un séjour réussi, les activités recommandées. Là, je donnerai la parole à ma collègue Vilena, qui est notre coordinatrice du projet en France. Moi, je suis basé en Ukraine. On va voir les questions les plus fréquentes, parce qu'on a beaucoup de... On passe beaucoup de temps à discuter avec les collectivités en France et en Allemagne, donc on connaît plus ou moins maintenant quelles sont les questions qui reviennent tout le temps. Donc là, l'idée, c'est de revoir toutes ces questions. On va voir aussi comment on peut vous aider dans la mise en place d'un séjour de répit plus concrètement. Et enfin, on va donner la parole. Donc je remercie beaucoup Bonnette, je ne te vois pas, je ne sais pas si tu es déjà connecté, mais je sais que Eric est là, de la ville de Bourgoin-Jallieu, qui vont partager un peu leur expérience, parce qu'ils ont organisé un séjour l'année dernière. La ville de Bourgoin-Jallieu a organisé un séjour pour les enfants de Smila dans le centre de l'Ukraine. Et Bonnette, qui représente la ville de Clermont-Ferrand, a organisé une classe transplantée l'année dernière, et qui vont réitérer cette année pour les enfants de Kremenchuk. Voilà, et à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions, et on sera heureux d'y répondre. Si tu peux aller au slide suivant. Voilà, donc rapidement, je m'appelle François Trésorier, et ça peut porter à confusion parce que c'est mon nom de famille et non pas ma fonction. Je suis directeur d'Europe Prairie Stock. Europe Prairie Stock, c'est un nom très très compliqué à prononcer. Si c'était à refaire, je pense qu'on prendrait un nouveau nom maintenant pour notre organisation. On a créé cette organisation en mai 2022, et Europe Prairie Stock, ça signifie en ukrainien refuge, parce qu'à la base, c'est ce qu'on faisait surtout. On s'occupait des réfugiés, des vagues de réfugiés du début de l'invasion à grande échelle, pour organiser la logistique vers la France, vers l'Allemagne, vers toute l'Europe, et aussi les accueillir beaucoup de réfugiés qui venaient de déplacer, qui venaient des territoires de l'Est, de Mariupol, de Kharkiv, du Donbass, de Boutcha, etc. Et petit à petit, comme on était vraiment connecté avec les collectivités ukrainiennes, on a une demande des collectivités ukrainiennes de pouvoir organiser des séjours de répit pour les enfants ukrainiens. Donc, comme on a déjà l'expérience de la logistique pour aider les déplacés à aller vers la France, enfin, vers toute l'Europe, on s'est dit on va mettre à contribution notre expérience de cette logistique humanitaire pour organiser des séjours de répit pour les enfants ukrainiens. Et désormais, c'est ce qu'on fait, on organise des séjours de répit et des classes transplantées. Juste après, je donnerai la définition un peu des deux types de séjours qu'on organise, classe transplantée ou séjour de répit. Et l'aspect un peu unique qu'on a de notre organisation, c'est qu'on fait ça à travers une coopération décentralisée, à travers la collaboration entre collectivités territoriales. On a commencé par la France, maintenant on travaille aussi avec l'Allemagne et l'Ukraine, et on aimerait s'étendre à toute l'Europe. Donc en gros, on met en contact des collectivités françaises, allemandes et ukrainiennes ensemble, ou alors si vous avez déjà un partenariat, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà un partenariat avec des villes ukrainiennes, on renforce ce partenariat en créant une belle action, un séjour de répit. On a organisé, voilà, bon, ça c'est pour les chiffres, 58 séjours, on a organisé pour plus de 1300 enfants. On est heureux parce qu'on travaille désormais avec tout le
toutes les régions d'Ukraine, c'était notre objectif, et même grâce désormais très peu, Sonia, on va même travailler avec la région de Lugansk, qui est malheureusement occupée depuis 2014. On pensait jamais pouvoir travailler avec eux, mais ça va être un super séjour. Donc je remercie la ville de Saint-Étienne qui va organiser un séjour pour les enfants de Lugansk. Et on a un réseau d'à peu près 60 collectivités entre la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Et rapidement, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais faire la distinction entre, ici je parle de séjour de répit et de classe transplantée. Alors un séjour de répit, comme son nom l'indique, c'est tout simplement offrir aux enfants l'équivalent de vacances, avec des activités culturelles, des activités où ils pourront se déconnecter de la guerre. Et une classe transplantée, c'est un format un peu différent, c'est-à-dire que ici le but sera un peu plus éducatif, et c'est-à-dire qu'on a organisé ça plusieurs fois, notamment avec la ville de Clermont-Ferrand. On a perdu la présentation, Vilena. Vilena. Vilena is out and somebody else is the host. I think the next person who entered after. Okay, can we get back the presentation, please? Maybe wait a second, I think Vilena will be back. Ok. En attendant Vilena, c'est pas grave, je connais le contexte par cœur. Donc une classe transplantée, c'est tout simplement, on va prendre une classe ukrainienne et on va la faire venir en France, et elle va effectuer des cours dans une classe française. Souvent la durée est un peu plus longue parce que ça dure entre 2 semaines et 4 semaines. Et là l'idée c'est de prendre des profs ukrainiens qui viennent avec la classe ukrainienne et qui vont faire cours loin de la guerre, loin de tout ça, pour aider nos amis ukrainiens. Et là aussi, bien souvent, il y a des échanges avec les profs français parce qu'on ne peut pas faire venir tous les profs ukrainiens de toute une classe. Donc souvent, on prend 2-3 profs principaux qui vont enseigner la plupart des matières, et d'autres matières seront en ligne. Voilà. Donc, Anna, can you put please the presentation in the meanwhile? Vilena, est-ce que tu peux remettre la présentation, s'il te plaît? Voilà, merci. Vilena qui nous crée du suspense durant cette présentation. Mes excuses, j'étais justement déconnectée. Sans le vouloir, j'ai eu peur d'intervenir. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît? Bon, ce sont les aléas techniques. Voilà, et aussi malheureusement, je voudrais rebondir quelques mots parce que malheureusement tout le monde a entendu parler, je crois que c'était il y a 2 semaines, de l'accident qu'il y a eu lors d'un échange de jeunes entre des écoles ukrainiennes. Voilà, dont tout le monde a été vraiment très touché en France par cet accident. Tous les acteurs qui essayent d'aider l'Ukraine, les enfants ukrainiens, ont été très touchés. Bien que ça n'a pas été un séjour que nous avons organisé, nous, ça nous a extrêmement touchés parce que c'est ce qu'on fait, organiser des séjours de répit. Et la vérité, c'est que c'est un peu notre hantise qu'un jour on aura un accident de la route. Et c'est pourquoi on met en place plein de protocoles de sécurité. On essaie de bien définir les responsabilités, les assurances, bien choisir les compagnies de transport pour éviter au maximum ce genre de drame, et pour éviter ensuite, pour permettre d'avoir un maximum de sécurité lors de l'organisation de ces jours de répit pour les enfants. Vilena, next, please. Alors rapidement, avant d'entrer dans le concret opérationnel, je sais que vous êtes déjà tous motivés pour organiser des séjours de répit avec les enfants ukrainiens ou une classe transplantée. Alors là, ici, pour faire court, je parlerai surtout de séjours de répit, mais sur l'organisation, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est vraiment sur l'organisation en France, des activités, etc. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors, quel est l'impact pour les jeunes ukrainiens? Alors, comment on connaît les impacts? Parce qu'on a mis en place un protocole, c'est qu'à la fin de chaque séjour de répit, on envoie des questionnaires aux enfants, aux organisateurs du côté français, mais aussi des collectivités territoriales françaises et allemandes qui accueillent. Et c'est pour ça qu'on a vu ce qui ressortait ici. Et on a vu que pour les jeunes ukrainiens, il y avait l'impact le plus important était sur la sociabilisation, si c'est français ce que je dis, sur l'aspect social des enfants, parce que malheureusement, pour beaucoup d'enfants, et ça c'est surtout vrai pour les enfants qui vivent sur les zones proches du front, n'ont pas eu cours en présentiel depuis l'époque Covid. C'est-à-dire que si une école en Ukraine n'a pas un abri,
elle ne peut pas faire cours, enfin du moins si les écoles qui sont proches du front n'ont pas un abri, elle ne peut pas faire cours en présentiel. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants dans toute la partie est de l'Ukraine et sud de l'Ukraine, etc., n'ont pas pu, la plupart des écoles n'ont pas d'abri anti-bombe, n'ont pas pu faire cours en présentiel depuis l'époque Covid. Ça veut dire qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont 17 ans, 16 ans, et depuis leurs 11 ans, n'ont jamais eu cours en présentiel. Donc vous imaginez bien que c'est un drame au niveau de la vie sociale de l'enfant, de la construction sociale de l'enfant, des amis des enfants, parce que du coup, tout est en ligne, etc. Donc ça, c'est le premier bienfait, impact important sur les enfants, c'est que ça leur permet d'avoir une vie sociale, de se renouer avec des jeunes de leur ville, des fois ils se connaissent, des fois ils ne se connaissent pas, lors des séjours de répit, parce que souvent ils sont ensemble durant la durée du séjour. Et la deuxième chose qui est très très importante, comme vous le savez, la situation en Ukraine est difficile, elle est encore de tous les jours un peu plus difficile. Maintenant, il y a de plus en plus de bombardements, les Russes envoient de plus en plus de missiles, de drones, etc. Donc il y a une pression constante sur les enfants. Il y a des alertes constantes, donc ça joue sur le stress. Beaucoup d'enfants ont des stress post-traumatiques, ont des troubles, plusieurs troubles à cause de l'impact de la guerre. Et surtout, à cause de la guerre, beaucoup d'enfants, et ça on a remarqué ça quand on organise des séjours de répit malheureusement, c'est que beaucoup d'enfants ne sont déjà plus des enfants. Ce sont déjà des adultes. On a vu ça avec les enfants qui avaient vécu par exemple l'occupation. On avait organisé des séjours avec la ville de Gennevilliers, avec Trostianets, qui avait été occupé pendant 30 jours au début de la guerre. Et la plupart des enfants ont vécu l'occupation. Et ce ne sont plus des enfants, ce sont déjà des adultes. Et ça, c'est quelque chose qui nous a choqués. Et le simple fait d'organiser des séjours de répit, ça permet à ces enfants d'avoir de nouveau profiter une enfance, d'avoir de nouveau une vie normale d'adolescent ou d'enfant. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on peut offrir à ces enfants. Ensuite, pour les collectivités, l'impact, déjà, c'est que vous allez agglomérer, c'est pas le bon mot, je trouve pas le bon mot, vous allez réunir votre population, les associations locales autour d'un projet qui a du sens, un beau projet. Ça va permettre aussi de réunir des acteurs différents, qui ont différentes expertises, donc ça c'est quelque chose qui se passe vraiment très très bien. Ça permet aussi d'engager, souvent vous avez des associations locales qui aident déjà l'Ukraine depuis le début de la guerre, ou alors vous avez sûrement accueilli plusieurs familles ukrainiennes au début de la guerre, donc ça permet aussi de renforcer cette diaspora ukrainienne et d'agglomérer toutes ces associations qui sont engagées pour l'Ukraine. Et voilà, ça a vraiment un très bel impact. Et ensuite, si vous avez déjà un partenariat avec vos partenaires ukrainiens, ça permet vraiment de concrétiser ce partenariat autour d'une action concrète qui a du sens. Et surtout, c'est beau parce que souvent, les équipes des relations internationales, des collectivités apprennent à se connaître, deviennent amis, apprennent à travailler ensemble autour d'un projet qui est peut-être plus simple à mettre en place que des projets de plus grande envergure, comme des projets de reconstruction, etc., où c'est des plus gros financements, etc. Et ça permet souvent une première étape, un premier projet entre collectivités qui permettent par la suite d'apprendre à travailler ensemble, apprendre à se connaître, et par la suite de créer les premières fondations pour des projets de plus grande ampleur. Et comme nous le disent à chaque fois nos amis ukrainiens, ils comprennent qu'aujourd'hui, ils sont bénéficiaires de votre aide, parce que malheureusement, la situation est difficile, mais ils ne veulent pas rester bénéficiaires. Ils veulent que leur partenariat soit un échange et qu'à la fin de la guerre, vous puissiez qu'ils puissent accueillir vos enfants en Ukraine, qu'ils puissent avoir un véritable dialogue et non pas un monologue qui va dans un sens. Vilena, please. Voilà, maintenant qu'on a vu un peu l'impact que le séjour peut avoir sur votre collectivité, votre partenariat et surtout sur les enfants ukrainiens, on va rentrer dans la phase un peu opérationnelle et concrète. Donc ici, ce sont les grandes étapes, les étapes clés pour organiser un séjour de répit. Donc ça, c'est les étapes un peu le process qu'on a développé au fur et à mesure qu'on a organisé ces séjours de répit, parce qu'on arrivait un peu là-dedans, on connaissait pas grand-chose et on a appris sur le tas. Et finalement, on s'est professionnalisé, on a mis en place des protocoles, etc. sur, comme je l'ai dit, toutes les erreurs qu'on a commises, tous les challenges qu'on a fait face, et c'est un peu ce qui est ressorti. Donc la première étape de l'organisation d'un séjour de répit, c'est la prise de contact avec une localité ukrainienne. Alors ici, il y a deux cas de figure. Je sais que beaucoup, peut-être 80% d'entre vous aujourd'hui, avaient déjà un partenariat en Ukraine. Donc vous êtes certainement déjà en contact avec le partenariat ukrainien. Mais je sais qu'il y a aussi des collectivités qui souhaitent organiser des séjours de répit, mais qui n'ont pas de contact avec des collectivités ukrainiennes.
Donc nous, là, on est heureux de vous mettre en contact avec des collectivités ukrainiennes parce qu'on a une liste d'attente de collectivités ukrainiennes qui cherchent des partenaires en France et en Allemagne. Donc on est toujours heureux aussi quand des collectivités françaises n'ont pas de partenaires parce que ça nous permet d'aider nos partenaires qui cherchent vraiment de rentrer en contact avec des Français. Donc ça, c'est la première étape. Tout simplement la prise de contact et identification de la localité ukrainienne ou prise en contact, rentrer en contact avec vos collectivités ukrainiennes si vous avez déjà un partenariat. Et avant de suivre toutes les autres étapes, une chose très très importante, ici je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment très important pour ne pas créer de faux espoirs, de commencer à parler de l'accueil de jeunes Ukrainiens en France seulement quand vous êtes à peu près sûr que ça va se faire, quand vous êtes à peu près 80%, 99% sûr que le séjour va se faire. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ça peut créer des faux espoirs. Des fois, maladroitement, les collectivités ukrainiennes peuvent commencer à identifier les enfants alors que c'est un peu trop tôt. Et malheureusement, si ça ne se passe pas, vous imaginez que c'est un peu inconfortable parce qu'on doit annoncer aux enfants que malheureusement, ils ne partiront pas en France ou pas en Allemagne, ou etc. Donc c'est vraiment très important ici qu'une fois que vraiment le séjour est validé au sein de votre collectivité, voilà, que les élus ont validé, le conseil, etc., ont validé ce séjour, qu'on puisse annoncer ça à votre partenaire ukrainien pour commencer à entamer la phase opérationnelle. Et ça, c'est le deuxième onglet, c'est la phase de validation de rôle et de convention. Alors ici, la phase de validation, comme je l'ai dit, c'est vraiment valider que le séjour va bien s'effectuer. Une fois que c'est validé, le but, c'est d'avoir des réunions avec les collectivités ukrainiennes pour valider le tout, valider le nombre d'enfants, ça c'est très important, valider les dates du séjour, valider la durée du séjour, valider le type de séjour, si c'est une classe transplantée ou un séjour de répit ou un autre type de séjour, parce qu'on est vraiment ici, là ce que je vous donne c'est basé sur notre expérience, mais chaque projet, chaque séjour est différent, donc on s'adapte à chaque séjour. Et voilà, c'est valider tout ça, valider le nombre d'accompagnants aussi. Ça c'est vraiment très important parce qu'une fois qu'on aura les validations, c'est à partir de là qu'on pourra avancer, qu'on pourra avoir des devis, des budgets, valider le programme aussi, mais souvent le programme on va le construire d'activité, on va le construire ensemble avec les partenaires ukrainiens. La deuxième étape qui est vraiment très importante, c'est bien aussi définir les rôles, savoir qui fait quoi. Je parlerai dans l'onglet suivant un peu mieux de la répartition des rôles parce que c'est vraiment quelque chose de crucial pour éviter les problèmes de double communication parce qu'on a souvent eu ces cas-là au début quand on a organisé des séjours de répit pour vraiment aussi les problèmes de responsabilité, que vraiment chaque personne sache quelle est sa responsabilité. Ça permet d'être beaucoup plus efficace, d'éviter les doublons et d'avoir un maximum d'efficacité et de succès pour les séjours de répit. Et ce qu'on fait aussi, on organise, dans la plupart des séjours qu'on organise, on écrit une convention tripartite. Alors ça peut être une convention quadripartite, si ça se dit en français, parce qu'il peut y avoir plusieurs acteurs, c'est-à-dire souvent entre la collectivité d'envoi, la collectivité qui accueille, et si vous voulez collaborer avec nous aussi, nous on va être un peu le pont en vous aidant à la coordination du projet entre la collectivité ukrainienne et la collectivité française. Et le but de la convention, c'est que vraiment toutes les responsabilités, les coûts, le budget, tout soit décrit exactement pour que chaque partenaire, chaque acteur du projet sache exactement quelle est sa responsabilité et en cas de litige, c'est jamais arrivé, mais s'il peut y avoir un litige, que chaque personne sache exactement quelle était sa responsabilité pour les questions d'assurance, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose, on a déjà mis en place, on a déjà des templates, on a déjà créé beaucoup de conventions parce qu'à chaque fois qu'on organise un séjour, on crée une convention, donc on a à peu près 58 conventions déjà créées. Donc on sera heureux de vous aider sur la convention. Mais dans un autre onglet, je vous dirai exactement comment on pourra soutenir et vous aider dans votre collectivité. Et aussi, on vous mettra à disposition des documents, mais là aussi, j'en reviendrai un peu plus tard. Une autre question qui est qui est souvent un véritable challenge pour les collectivités, c'est la question logistique, parce que comme vous savez, l'Ukraine c'est quand même assez loin, dépendamment de où vous situez en France et où est votre partenaire en Ukraine, ça peut être 4000 km, ça peut être 2800 km, ça peut être très 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 loin. Donc la question de la logistique est très très importante. Parce que aussi c'est une question de sécurité comme on l'a vu malheureusement pour s'assurer d'un transport sécurisé. Donc là nous vraiment on pourra vous aider sur la logistique parce qu'on a à chaque fois c'est vraiment de spécialité la logistique et l'idée c'est d'avoir un transport sécurisé entre l'Ukraine, la France et pour le retour en Ukraine. Alors comment ça se passe concrètement pour la logistique? Il y a deux cas de figure, soit l'avion, soit le bus. La plupart du temps c'est un bus, c'est-à-dire que l'avion, on va privilégier l'avion si c'est un groupe de moins de 14 enfants.
et le bus, et c'est un groupe de plus de 14 enfants, parce que c'est compliqué d'avoir un avion au-delà de 14 enfants, les coûts sont plus élevés, c'est plus compliqué pour la logistique, etc. Et comme vous le savez certainement, malheureusement, il n'y a plus d'avions en Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle, donc c'est compliqué au niveau de la logistique, parce que souvent, les enfants doivent se rendre soit à Cracovie, soit à Varsovie, et quand on a des groupes de plus de 14 personnes, ils peuvent rester plus longtemps à la frontière bloqués. On a déjà eu le cas, et c'est la source de stress, et ils arrivent soit à la dernière minute, soit ils peuvent rater leur avion. On avait déjà eu le cas aussi, donc c'est assez stressant. Donc c'est pour ça qu'au-dessus des 14 enfants, on privilégie le bus. Alors comment ça se passe rapidement? La logistique, c'est-à-dire que si c'est un territoire qui est à l'est de l'Ukraine ou au sud de l'Ukraine, souvent ils vont prendre le train jusqu'à Lviv. Moi je suis basé à Lviv avec notre coordinatrice Juliana, et là on va accueillir les enfants à Lviv, qui est tout à l'ouest de l'Ukraine, proche de la frontière avec la Pologne. Et là on va déjeuner ensemble, on va réserver un déjeuner, etc., ou des lunchbox. Et là ils vont prendre un bus où ils vont traverser la frontière. Ils vont avoir bien souvent une pause d'une nuit, soit en Allemagne, soit en Pologne, dépendamment de la situation, du lieu d'accueil en France. Et ensuite, souvent, ça se passe sur 2 jours. Donc, une journée, ils traversent la Pologne et l'Allemagne. Ils font une pause en Allemagne. Et le deuxième jour, ils traversent l'Allemagne et la France pour arriver à la destination finale. Donc ça, c'est comment ça se passe dans la plupart des cas, mais là aussi, chaque logistique est différente, parce que à chaque fois, les enfants viennent d'un endroit différent, ils vont à un endroit différent, donc ça dépend beaucoup. Et surtout, un aspect qui est très très important ici, c'est le passage de la frontière, qui est complètement aléatoire. Des fois, le passage de la frontière peut se faire en 2 heures, mais des fois, on a eu le cas, malheureusement, Eric, tu te souviens peut-être, avec Bourgoin-Jallieu, ils sont restés, je crois, plus de 10 heures bloqués à la frontière l'année dernière. Donc malheureusement, on n'a pas de contrôle sur ça. Ça dépend de combien de personnes à la frontière. Ça dépend aussi, malheureusement, souvent de l'humeur du garde-frontière. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, on met au maximum, on fait toutes les démarches. Voilà, souvent on demande aux collectivités ukrainiennes d'envoyer des lettres aux gardes-frontières pour qu'ils puissent passer en priorité. Mais malheureusement, souvent l'été, il y a souvent toutes les collectivités qui font ça en même temps. Donc on a plusieurs bus de plusieurs collectivités qui sont à la frontière. Donc voilà. Donc à chaque fois, il faut vraiment prendre en compte le passage de la frontière, parce que c'est la partie qui peut avoir un effet domino, et s'il reste bloqué longtemps à la frontière, toute la logistique de la suite peut être décalée. Donc c'est pour ça, pour la logistique, le mot d'ordre d'une logistique avec succès, c'est d'être flexible et de s'adapter, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas le contrôle sur le passage de la frontière. Ensuite, l'accueil local, j'aurais dû faire l'inverse, parce que c'est bien que l'accueil local soit organisé avant la logistique, ça va de soi. Donc pour l'accueil local, c'est vraiment très important, voilà, de sécuriser le logement des enfants. Donc 2 types de logements, on y reviendra un peu plus tard, soit en famille d'accueil, soit dans un centre en collectif. La restauration, les activités et la coordination. Donc là, ce qui est intéressant, ce qui est bien, ce que font la plupart de nos partenaires, c'est soit de se mettre en contact avec un centre de loisirs. Si vous avez un centre de loisirs sur votre collectivité, c'est bien de faire appel à des professionnels de la jeunesse, de l'animation, etc. Et aussi, pourquoi pas, aussi ce qu'on fait souvent, c'est que s'il y a des associations d'aide à l'Ukraine, etc., il y a souvent déjà des Ukrainiens qui sont sur votre territoire, pourquoi pas les impliquer dans ce beau projet pour traduire ou pour aider à organiser des activités, etc., etc. Et ensuite, on a le retour et suivi. Là, c'est assez important. Donc là, souvent, on fait une réunion au retour des enfants, où on parle de voilà comment ça s'est passé, les challenges et les erreurs qu'on a commises pour améliorer. En fait, le but ici, c'est de s'améliorer à chaque séjour et de mettre en place des nouveaux dispositifs pour que chaque séjour permette d'être une marche qui nous permette de s'améliorer à chaque fois. Et surtout, ça permet aussi de voir l'impact sur les enfants et d'entretenir cette relation que vous aurez avec la collectivité ukrainienne, et pourquoi pas aussi de valoriser cette action à travers une communication, des médias, des photos, des vidéos, etc. Elena, please. Voilà, je parlais de la répartition des rôles, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour voilà, que tout ne pas s'empiéter, ne pas se mélanger les pinceaux, et qu'on soit le plus efficace lors de l'organisation d'un séjour. Donc, en règle générale, comment ça se passe? Il y a 3 acteurs principaux. La collectivité d'accueil, c'est-à-dire vous, la collectivité française, la collectivité d'envoi, donc les collectivités ukrainiennes. Et si vous choisissez de collaborer avec nous, ça peut être une autre organisation, une
un acteur qui va permettre de faire la coordination, qui sera le pont pour ce projet de coordination entre la collectivité d'accueil et la collectivité d'envoi. Alors, quelles sont la répartition des rôles? Pour les collectivités d'accueil, souvent les rôles, encore, à chaque fois, chaque séjour est différent, mais là, c'est d'une manière, la plupart du temps, ça fonctionne de cette manière. Donc, les collectivités d'accueil sont en charge des activités sur place, des repas et de l'hébergement durant le séjour en France. La collectivité d'envoi, elle est en charge d'identifier les enfants. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'il n'y a que les collectivités territoriales ukrainiennes qui ont les listes des enfants de la population sur place, et ces listes sont secrètes, sécurisées pour des raisons évidentes de sécurité, parce que malheureusement ils ont des listes, souvent ce sont des enfants, on organise des séjours pour des enfants qui sont malheureusement dont le père est décédé au combat, ou le père est en train de combattre, ou alors le père est en captivité dans les prisons russes, ou alors le père, ou ça peut être la mère malheureusement aussi, ou les deux parents ont disparu, voilà, parce que malheureusement des fois il y a des combats, les Russes prennent du territoire et on ne retrouve pas les corps tout de suite. Donc c'est important pour ça que les listes restent secrètes, et aussi souvent c'est des populations déplacées qui viennent des territoires occupés, qui sont désormais dans les territoires, etc. Donc on essaie de privilégier ces enfants, de donner une chance aux enfants qui ont eu le moins de chance durant cette guerre, mais il faut être clair, c'est qu'en Ukraine, tous les enfants sont victimes de la guerre, mais on essaie vraiment de donner une chance à ceux qui ont eu malheureusement le moins de chance durant cette guerre. Donc voilà, ça c'est le travail des collectivités, d'identifier les enfants, de vérifier les passeports ou de créer des passeports pour les enfants s'ils n'en ont pas, vérifier et trouver des assurances pour les enfants, et en charge de la logistique interne. Comme je vous l'ai dit, bien souvent, par exemple, on va prendre le cas de Kharkiv, tout à l'est, ils vont prendre le train jusqu'à Lviv, et là ils vont être en charge de la logistique, de contacter l'équivalent de la SNCF ici, des voies ferrées, pour que les enfants puissent prendre le train et peuvent se rendre jusqu'à l'ouest de l'Ukraine. Et nous, on est en charge, principalement, en fait, Europe Restock, il faut vraiment nous voir comme un pont entre votre collectivité et la collectivité d'envoi. On peut être en charge de la coordination du projet entre les deux acteurs, de la traduction, parce qu'on parle tous ukrainien, on est tous... soit français qui habitent longtemps en Ukraine, soit ukrainiennes qui habitent depuis longtemps en France. Donc on est tous ukrainophones, etc. Donc on pourra vous aider sur la barrière, face à la barrière de la langue, l'interculturalité aussi, parce qu'on connaît les deux challenges, enfin on connaît les différences culturelles, parce qu'il y a une différence quand même assez importante entre la France et l'Ukraine. Il y a une différence au niveau de la bureaucratie aussi, qui fonctionne de manière différente. Donc voilà, nous on agit un peu comme une zone tampon, un pont, pour aider à fluidifier, malgré l'interculturalité, malgré la distance, malgré la barrière de la langue, pour faire en sorte que ce séjour soit possible. Et aussi, on peut aider sur l'administratif, c'est-à-dire qu'on a mis en place des documents, comme je l'ai dit, des conventions toutes prêtes, des documents pour les enfants, des fiches médicales, des autorisations photos, des assurances, etc. Et aussi, on peut vous aider à trouver de la logistique, pour organiser la logistique de l'Ukraine à la France, et de retour en Ukraine, parce qu'on travaille depuis longtemps, on travaille avec beaucoup de compagnies ukrainiennes à qui on fait confiance, et voilà, on a une grande expérience, donc on peut aider à organiser toute cette logistique, et aussi organiser la logistique, trouver un hôtel en Allemagne, où on travaille souvent avec nos partenaires, par exemple en Pologne, qui accueille les jeunes durant l'aller ou le retour. Donc il faut vraiment nous voir, nous, comme le pont entre votre collectivité d'accueil et la collectivité d'envoi. Bon là, désolé, il y a un peu beaucoup de texte, mais je vais essayer d'être assez succinct. Donc ça, c'est les 3 piliers d'un séjour réussi qu'on pourrait résumer en coordination, communication et accompagnement. Donc la coordination, c'est la clé d'un séjour réussi, et ça commence, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est vraiment à bien définir les rôles entre les différents acteurs de ce séjour. Donc qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et aussi d'avoir des personnes référentes pour chaque rôle. C'est-à-dire, par exemple, pour la collectivité d'envoi, pour la collectivité d'accueil et pour la personne en charge de la logistique, d'avoir une personne référente. Ça permet d'éviter les doubles communications et d'être beaucoup plus efficace. Et aussi, il y a un challenge en Ukraine, c'est que maintenant en Ukraine, on n'est plus dans une société civile, on est dans une société martiale depuis le début de la guerre. Donc les lois changent très très souvent, les lois sont différentes d'une société civile. Donc il faut vraiment faire très attention, mais ça on pourra vous aider parce qu'on est en contact directement sur toute la partie administrative, sur les législations au niveau des documents des enfants, parce que ça change très souvent. On a souvent eu le cas, par exemple, la dernière fois, on a organisé un séjour et au dernier moment, juste avant de passer la frontière, ils ont changé la loi, donc on a eu quelques problèmes, il a fallu changer les documents des enfants, etc.
Donc voilà, ça c'est vraiment très important de se mettre à jour très rapidement, de s'adapter aux nouvelles normes législatives, administratives ukrainiennes pour que les enfants puissent passer la frontière, parce que malheureusement aussi c'est assez compliqué de passer, pour les enfants par exemple qui ont perdu un de leurs parents ou que le parent est disparu, de passer la frontière. Donc il y a tout un support, des documents à fournir, mais on sera heureux, voilà, on a déjà l'expérience, on connaît, donc on sera heureux d'aider sur cette partie-là avec les collectivités ukrainiennes. Et on préconise au minimum de prendre un mois d'avance pour organiser un séjour. Bon, Vilena nous a coupé encore, mais je vais continuer comme ça. Pourquoi un mois ? Parce que en fait, on s'est rendu compte qu'un mois, c'est le délai minimum pour organiser un séjour de répit sans trop de stress, en favorisant la logistique, etc. On a déjà eu le cas l'année dernière où on a organisé des séjours de répit, je crois le record c'était en 6 jours de A à Z. Pour les enfants, l'expérience était la même, c'était très bien, mais pour les équipes organisationnelles, c'était quand même assez stressant. Donc voilà, c'est mieux de s'y prendre au minimum un mois à l'avance, et si on a encore plus de temps, c'est encore mieux. Donc là, je vais faire de mémoire parce que j'ai pas de présentation. En attendant, c'est pas grave. On avait l'onglet de la communication. Désolé pour ces soucis techniques. Donc l'onglet de la communication, c'est très important, la communication, encore une fois, entre les différents partenaires. Et encore, la clé ici, c'est que chaque rôle soit bien identifié au sein des différents acteurs. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment une seule boucle de communication, parce qu'on a eu le cas aussi, par exemple, où on avait plusieurs boucles de communication. On avait une boucle email, une boucle WhatsApp, une boucle Telegram, et différents acteurs. Donc c'était compliqué parce que souvent, on avait des doubles communications et on avait des problèmes d'interprétation, des problèmes parce que la communication, c'était pas faite. Donc vraiment, l'important au niveau de la communication, c'est que tout le monde soit sur le même niveau de communication et avoir une communication transparente et utiliser le même canal de communication. Alors là, ça peut paraître simple, mais des fois, c'est un peu compliqué parce que les Ukrainiens et les Français ne fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire que, vous savez, en France, nous, on fonctionne beaucoup par email. Les Ukrainiens sont beaucoup moins réactifs sur les emails. Et des fois, ils ne les lisent pas du tout même. Les Ukrainiens, tout se passe par le téléphone. Donc c'est assez compliqué des fois, mais de plus en plus les Ukrainiens maintenant sont beaucoup plus sur le téléphone, sur WhatsApp, voilà, sur les boucles comme ça, parce que ça leur permet d'être beaucoup plus flexibles, et malheureusement à cause de la situation ils sont beaucoup en déplacement, donc ça leur permet de favoriser la communication. Ils sont pas souvent sur un ordinateur, mais ça peut poser un problème parce qu'on a souvent le cas de collectivités françaises qui envoient un mail à leurs partenaires ukrainiens, et voilà, et ils n'ont jamais de réponse. Donc c'est très important d'avoir un canal de communication où tout le monde peut communiquer, et surtout tout le monde peut voir et répondre. Donc ce qui fonctionne le mieux par rapport à notre expérience, c'est d'avoir tout simplement un groupe WhatsApp où on met tous les acteurs, parce que là les Ukrainiens sur WhatsApp sont très très réactifs. Voilà. Donc ça c'est pour la communication. Et pour l'accompagnement, là aussi c'est très très important, parce qu'un bon accompagnement permettra d'avoir un bon séjour. Donc il y a différents types d'accompagnement. Il y a premièrement l'accompagnement en Ukraine. Les enfants seront accompagnés par des accompagnants ukrainiens. On préconise en général un adulte pour 9 enfants, c'est le ratio qu'on préconise, et on préconise d'avoir bien souvent une interprète, souvent ce sont des femmes parce que les hommes ont des difficultés à passer la frontière, une interprète, une pédagogue et une psychologue, parce que malheureusement, comme vous savez, la plupart des enfants ont des problèmes mentaux ou ont beaucoup de stress à cause de la guerre. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui sera là pour les écouter. C'est bien d'avoir un psychologue plutôt du côté ukrainien, parce que c'est plus facile aux enfants de discuter dans leur propre langue plutôt que passer par un interprète ou une interprète. C'est bien d'avoir des jeunes dynamiques. Alors pourquoi je mets ça ? Parce qu'on a eu on a eu beaucoup de cas où souvent les accompagnants ukrainiens étaient plutôt, enfin j'ai rien contre l'âge, mais c'était des gens qui avaient jamais voyagé, qui étaient un peu perdus, qui parlaient pas beaucoup de langues, et du coup on s'est retrouvé avec des situations où c'était les enfants qui accompagnaient les adultes plutôt que l'inverse, parce qu'ils savaient pas trop comment utiliser le GPS, téléphone, ils étaient jamais allés en Europe, ils savaient pas comment ça se passait dans les hôtels, etc., et les aires d'autoroute. Donc c'est mieux, souvent on préconise d'avoir des jeunes et dynamiques, des jeunes qui ont déjà voyagé, comme ça pour eux ça va être beaucoup plus facile d'accompagner les enfants. Ils vont savoir comment ça se passe, voilà, dans l'hôtel pour réserver le check-in, le check-out, etc. Donc souvent c'est beaucoup mieux quand c'est des jeunes et dynamiques, et aussi souvent parce qu'il y a le voyage est long, et c'est bien que les accompagnants puissent être là pour accompagner les enfants et ne s'endorment pas avant, comme on a eu souvent le cas, sont complètement épuisés avant d'arriver, et du coup il n'y a plus d'accompagnants quand on arrive en France.
Pour la France, c'est bien d'avoir des animateurs locaux. Comme je l'ai dit, c'est bien d'avoir des personnes qui ont une certaine expertise ou qui ont une expérience de travailler avec les enfants, ça c'est très important. Et d'avoir un organisateur référent aussi qui sera en charge de toute la partie opérationnelle et qui sera là en contact si on a, voilà, pour les problèmes par exemple à la frontière, de passage à la frontière, qui sera là pour résoudre les problèmes de flexibilité et pouvoir s'adapter à tous les challenges qu'on aura lors de l'organisation d'un séjour. Et voilà, globalement, les accompagnants, ils doivent être là pour soutenir émotionnellement et permettre de rendre la transition interculturelle le mieux possible. Et les valeurs clés, c'est l'écoute, la transparence et la flexibilité. Vilena. Et je laisse la parole à Vilena pendant que tu es encore avec nous avant que ça coupe, et qui va nous parler des activités recommandées. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma connexion. Je suis ravie de vous voir tous. Un grand merci, monsieur François, pour m'a délégué la partie la plus amusante et la plus intéressante de l'organisation du séjour. Donc, c'est le programme d'activité. Vous êtes les ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs pour connaître votre ville, votre région. Et à chaque fois, nous conseillons, nous encourageons nos partenaires français de faire la découverte de votre propre ville, soit par les associations locales qui vous aident à gérer tout ce qui est partie animation, soit je sais qu'à chaque fois, vous avez les directeurs de l'éducation, des relations internationales qui eux-mêmes, ils ont tellement d'expérience dans votre ville et vous êtes vraiment les meilleurs pour faire ce programme. Pour adapter les besoins. Les enfants, ils viennent avec un espoir. Ils arrivent pour voir un peu de la vie, de la découverte. Dans les 99%, ce sont les gens qui n'ont jamais quitté le territoire ukrainien. Donc, heureux de partir à l'étranger, c'est vraiment une découverte magique. Ils attendent d'avoir un peu de répit, parce qu'on a discuté avec vous en net avant notre webinaire, mais aussi de vivre dans une communauté. Parce qu'à partir du moment où ils quittent leur maman, les portes de leur maison, ils se retrouvent déjà avec les groupes de jeunes. D'abord dans un voyage qui dure assez longtemps, qu'on a précisé François, ça fait quasiment 2-3 jours pour y aller arriver jusqu'à là. Mais ensuite, ils sont complètement dans le boom. Et les activités, les meilleures, ce sont soit en pleine nature. Ça dépend beaucoup de la saison. Si c'est en plein été, si c'est en automne, au niveau de l'hiver, il y a toujours les activités. Si on est au bord de la mer, bien sûr, les enfants ils suffiront visiter la mer. S'ils sont en montagne, une petite randonnée dans les montagnes, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne, pareil, si on est sur la région parisienne, bien sûr, les enfants ils auront hâte d'avoir la Tour Eiffel. Après, ils sont pas très gâtés au niveau des activités. Ils acceptent tout ce que vous souhaitez. Et le but, c'est probablement donner aussi un peu la soif d'apprentissage des langues. Comme vous avez bien entendu, les enfants de plusieurs régions en Ukraine, ils n'ont pas pu solliciter les cours depuis des années. Et l'éducation, elle n'est pas très stable. Donc, par exemple, si on les donne les cours d'initiation à la langue française, c'est toujours un très bon bonus. Ça permet déjà de créer un lien d'amour vers la France. Et je sais que c'est toujours cette initiation qui a beaucoup trop de succès. En ce qui concerne les échanges entre votre jeunesse de vos villes d'accueil, pareil, s'il y a une possibilité de privilégier les échanges entre les gens français de la ville d'accueil et les Ukrainiens qui arrivent chez vous, c'est toujours des points très émotionnels, les plus forts de ce séjour, parce qu'en effet, c'est là qu'ils arrivent à garder les liens, les souvenirs. Ils sont parmi les petits ambassadeurs de vos villes qui connaissent les mieux aussi les paysages. Ils sont un peu moins timides parce que comme ils sont accompagnés avec les animateurs adultes, etc., il y a quand même une petite charge parce qu'ils ne connaissent pas la mentalité, ils ne connaissent pas vraiment la culture, ils ont peur de faire les erreurs. Donc, s'il y a la possibilité de les faire connaître votre jeunesse, c'est toujours un très bon bonus. Si je vais sur les activités ludiques, sportives, du sport, comme vous le savez bien, ça unit malgré la barrière linguistique. Parfois, par exemple, ce sont les jeux compétents, on n'a pas toujours la possibilité d'expliquer, mais il y a toujours les traducteurs, les accompagnateurs qui peuvent guider les enfants, mais le sport, ça unit toujours.
Et je sais qu'il y a Eric et Bonette qui sont présents dans les ronds. Vilena, je suis désolé, on t'entend très mal. Si tu peux éteindre ta caméra, ça t'aura une meilleure connexion comme ça. Je pose cette slide, j'en ai déjà fini, je vais te céder les paroles et ensuite on se repartit. Ok, ça marche. Et rapidement, voilà. Quels sont les... Alors ici, on a un peu collecté la plupart des questions qui reviennent à chaque fois qu'on a des meetings personnalisés avec des collectivités territoriales. Donc, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible parce qu'on a encore des intervenants. Et ensuite, vous pourrez aussi poser vos questions. Donc, rapidement, comment sont choisis les enfants ? J'en ai déjà plus ou moins parlé. Ce sont les collectivités ukrainiennes qui choisissent les enfants, souvent à partir des... Enfin, ils appellent ça les critères sociaux, mais c'est une mauvaise traduction en français. C'est un terme qu'on n'aime pas trop, mais c'est plutôt, voilà, comme j'ai dit, c'est d'aider les enfants les plus touchés par la guerre sur des critères de vulnérabilité et aussi un équilibre du groupe. On va essayer d'avoir des enfants qui sont dans les mêmes tranches d'âge parce que aussi ça va faciliter l'organisation d'activités sur place. Nous, par notre expérience, le nombre recommandé, c'est entre 10 et 40 enfants. Pourquoi 40 enfants ? Parce que c'est à peu près un bus de tourisme. Après, c'est plus compliqué parce qu'il faut commencer à avoir 2 bus de tourisme, etc. Donc c'est plus compliqué. Et l'âge, ce qu'on préconise, c'est entre 12 et 17 ans. On avait par expérience, avant, on organisait des séjours pour des plus petits que ça, mais on s'est rendu compte que pour les enfants, bien souvent, l'expérience était assez stressante parce qu'ils ils demandaient leur papa, leur maman. Très souvent, il y avait un moins grand impact sur les enfants en dessous de 12 ans. Et on s'est rendu compte que la classe d'âge de 12 à 17 ans, c'est là qu'il y avait le plus de bénéfices, que les enfants, au contraire, étaient contents, enfin, comme vous le savez, les pré-ados et ados, étaient contents d'être loin de leurs parents, de profiter de leur jeunesse, de se faire des copains, des copines, etc. Quels documents sont nécessaires ? Alors, pour franchir la frontière, très très important, il faut une lettre d'invitation de la part de la collectivité d'accueil, c'est-à-dire vous, la collectivité où il y aura les dates, le nombre d'enfants et où ils seront accueillis, parce que sans cette lettre d'invitation, premièrement, nos amis ukrainiens ne peuvent pas commencer à identifier les enfants, parce que il faut qu'ils aient un gage officiel avant d'identifier les enfants, et de deux yeux, ils ne peuvent pas passer la frontière. Ensuite, bien sûr, il faut des passeports, des assurances, et malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup d'enfants ont perdu un parent, ou malheureusement des fois 2 parents. Il faut un certificat de décès pour qu'ils puissent passer la frontière ou qui démontre la situation de l'enfant. Pour l'organisation, il faut une convention où tout est défini, comme je l'ai dit, un MOU, on appelle ça un mémorandum, où est défini toutes les responsabilités de tous les acteurs du séjour, des fiches médicales, comme ça vous allez savoir s'il y a des allergies, s'il y a des pathologies, etc. Des autorisations parentales, par exemple si en cas d'hospitalisation, etc. Et aussi des autorisations pour photos, vidéos, et pour savoir si les enfants sachent nager, parce qu'il y a beaucoup d'enfants en Ukraine qui ne savent pas nager, donc c'est bien de savoir ça, mais là aussi nous on a des templates toutes faites et on pourra vous aider à remplir tous ces documents. Alors quel budget prévoir ? Alors ici le but de ce webinaire c'est pas de parler du budget parce qu'en fait c'est un sujet à lui-même, comme vous le savez, le budget c'est toujours compliqué de comment trouver l'argent, etc. Donc on a déjà organisé des webinaires sur ce sujet et on va en réorganiser de nouveau, mais souvent le budget étant à peu près de 1500 euros par enfant. Alors là c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que ça dépend d'où viennent les enfants, ça dépend du nombre d'enfants, ça dépend de la durée du séjour, ça dépend d'activité et de plein de choses, mais c'est à peu près le budget par enfant pour organiser un séjour de répit. Et Vilena, j'ai plus les autres questions, je vais faire de mémoire, tant pis. Ensuite, il y a une autre question, c'est et si on ne parle pas ukrainien, comment faire ? Là, on pourra vous aider parce que, comme je l'ai dit, toute notre équipe parle ukrainien, donc on pourra vous aider sur l'interculturalité et sur le problème de la barrière de la langue. Autre question, et si je n'ai pas de partenaire en Ukraine ? J'ai déjà répondu, on sera heureux parce qu'on a toute une liste d'attente de collectivités ukrainiennes qui cherchent un partenaire, donc on sera heureux de vous mettre en contact. Bien souvent, ce qu'on fait, on donne 3 collectivités ukrainiennes qu'on choisit selon des critères, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une relation long terme, donc il faut que les villes ont un nombre d'habitants assez semblable, ont des points communs pour qu'il y ait vraiment une relation long terme. Donc souvent, on préconise 3 collectivités et après, vous pouvez choisir la collectivité qui vous intéresse le plus. Et une question que j'aimerais aborder, c'est est-ce que c'est risqué de les renvoyer ensuite ? On a souvent cette objection parce qu'on dit voilà, c'est bien, on accueille des enfants pendant 2 semaines en France et ensuite on les renvoie à la guerre.
Alors je dis que c'est extrêmement important d'organiser des séjours de répit pour les enfants ukrainiens parce que c'est-à-dire que les enfants ukrainiens qui sont ici, c'est des enfants qui ont choisi, ou les parents qui ont choisi de rester ici, c'est-à-dire que c'est des parents souvent qui combattent, qui sont dans l'humanitaire, le volontariat, qui font beaucoup d'actions, etc. Donc ils ont choisi de rester en Ukraine pour défendre leur pays, pour soutenir le pays et pour le futur de leur pays. Donc c'est bien aussi d'offrir aux personnes qui ont fait ces choix-là et à leurs enfants le choix d'avoir des séjours de répit. Et malheureusement, voilà, de toute façon, dans tous les cas, ils vont rester en Ukraine, donc c'est aussi bien de pouvoir soutenir les enfants qui ont fait le choix de rester en Ukraine ou dont les parents ont fait le choix de rester en Ukraine, plutôt que soutenir tout le temps les gens qui sont déjà en Europe et qui ont plus ce climat de pression, de tension qu'ont les enfants aujourd'hui. Voilà. Quelle est la durée idéale d'un séjour? Alors on préconise entre 10 et un mois. Souvent, les classes transplantées durent plus longtemps. Pourquoi on préconise pas moins de 10 jours? Parce que souvent, le problème, c'est qu'ils vont passer 2-3 jours sur la route à l'aller, 2-3 jours sur la route au retour. Donc, s'il reste moins de 10 jours, souvent, voilà, ils n'ont pas vraiment le temps de profiter, de se reposer, etc. Quel suivi après? Retour d'expérience, communication, etc. Et une autre question, peut-on mutualiser entre collectivités? C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous ont des partenaires, par exemple, en Allemagne, en Pologne ou dans toute l'Europe. Et la question est oui, c'est même bien de mutualiser entre les plusieurs collectivités. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est que soit à l'aller, soit au retour, de toute manière, les enfants vont traverser la Pologne et l'Allemagne. C'est pourquoi pas solliciter vos partenaires en Allemagne ou en Pologne pour qu'ils fassent une pause à l'aller ou au retour de 3-4 jours. Pour les enfants, c'est super parce que du coup, ça leur permet de découvrir plus de pays. C'est plus confortable parce qu'ils ont une pause de plus longue durée pour se reposer. Et aussi, souvent, on a vu que c'était bien pour les partenariats parce que ça permet aussi de renforcer les partenariats entre vous et vos partenaires, les partenaires des autres pays européens. Et aussi, on a organisé un webinaire là-dessus. Il y a des fonds spéciaux qu'on peut avoir, par exemple, notamment grâce à l'OFAGE, pour soutenir des séjours de répit qui se font entre l'Allemagne et la France. Donc, vous pourrez avoir accès à des fonds si vous faites, vous participez, si vous mutualisez entre collectivités. Un petit ajout en quelques secondes. Un grand merci François d'avoir assuré. Vous avez également, dans le cadre de séjours mutualisés, la possibilité de toucher les fonds de la part de Erasmus ainsi que de la Commission européenne pour la jeunesse, sachant que ça peut ouvrir un peu d'espace pour les activités et vous faciliter la partie financière d'accueil des gens. Un grand merci. On va passer sur le prochain slide. Rapidement, on a déjà beaucoup parlé. Bon, je pense que vous nous avez identifié ce qu'on faisait. Rapidement, nous, on peut vous aider sur la rédaction des conventions, aider à fournir tous les documents des enfants, à faire remplir aux enfants les documents, tous les modèles administratifs, sur la logistique aussi, trouver un bus, une compagnie de transport, organiser la logistique Ukraine, la traduction, la médiation culturelle, et surtout, on a un gros réseau de collectivités engagées en France, en Ukraine et en Allemagne. Donc, on serait heureux de vous intégrer dans notre réseau de plus de 60 collectivités, où vous pourrez aussi échanger avec d'autres collectivités comme vous qui ont déjà organisé des séjours de répit et qui pourront aussi répondre à vos questions d'un point de vue de collectivité territoriale. Et je laisse la parole à Eric. Si tu es là, Eric, qui ont accueilli l'année dernière 24 jeunes de la ville de Smila au centre de l'Ukraine et qui vont réitérer l'expérience cette année. Oui, bonjour. Je ne sais pas par où commencer, hein. Il y a tellement de choses, on a tellement vécu de choses avec mes amis de Smila. Alors si je réponds aux questions là, qui ont été posées là, sur la slide, c'est arrivé comment? C'est arrivé par Monsieur le maire, en fait. Je crois que c'est une des associations, en tout cas, qui a pris contact à la recherche de collectivités françaises. Et en fait, le maire avait déjà une volonté de partager quelque chose. Alors, il ne savait pas comment trop s'y prendre. On a déjà effectivement des jumelages avec l'Allemagne, notamment. Donc, du coup, le plus simple, c'était de se tourner vers nous. Alors, moi, je suis responsable du service jeunesse pour la mairie de Bourgoin-Jallieu. C'est une petite ville, on va dire. Hein. On est à peu près 30 000 habitants. On est une ville de rugby, historiquement, mais pas que. Là, je réponds un peu aussi une ville gastronomique, puisqu'on est à côté de Lyon. L'intérêt pour nous, c'était du coup de ce que disait tout à l'heure François, c'était alors évidemment d'accueillir ces jeunes Ukrainiens, en tout cas essayer de les coller, essayer d'avoir des points de divergence, enfin pas de divergence, mais en tout cas des points de similitude entre nos publics. Nous, on accueille principalement des jeunes âgés de 14 à 17 ans, et l'intérêt pour nous, c'était aussi d'accueillir un public
bon voilà, c'est peu ou prou dans ces âges-là, pour pouvoir aussi, grâce aux équipes d'animation de Bourgoin-Jallieu, de leur proposer un programme naturellement, assez facilement, qui pourrait plaire aussi aux jeunes Ukrainiens, la jeunesse, qu'elle soit ukrainienne, française ou allemande. En fait, on a des activités, en fait, on va dire universelles, comme le sport, les activités culturelles aussi, puisqu'on a testé l'année dernière des choses avec les jeunes Ukrainiens. On savait pas où on allait, mais c'était assez intéressant. En tout cas, l'objectif pour nous, c'était de proposer un programme, et c'est important de penser que c'est un séjour de répit, c'est que ça soit pas trop chargé. On avait tendance, nous, en France, à vouloir proposer un maximum de choses, parce qu'en fait, tout le monde veut proposer, présenter ses activités. Et on a, nous, un tissu associatif important. C'est là-dessus qu'on peut jouer, d'ailleurs, parce que finalement, monter un séjour avec l'association Prikistock, je sais pas si on dit comme ça, en tout cas nous on dit comme ça en France. Très bien pensé. Merci. C'était assez facile parce que on peut jouer le tissu associatif, et dès qu'on en a parlé un peu autour de nos clubs sportifs, aux associations culturelles, voilà, tout le monde était assez emballé de pouvoir proposer, en tout cas apporter un peu la pierre à l'édifice, quoi, au projet. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est surtout, et ce que disaient encore une fois François et Milena, c'est d'anticiper, parce qu'effectivement, la communication des administrations entre l'Ukraine et la France, vu que voilà, l'Ukraine n'est pas encore dans l'Europe, en tout cas aujourd'hui c'est comme ça, elle peut être un peu, alors pas compliquée, en tout cas prendre du temps. Voilà, si on peut dire ça, il faut vraiment anticiper, notamment voilà pour les règlements financiers. Trésor public français connaît pas trop, ou en tout cas il prend le temps de faire les choses. Donc ça peut être un problème. Donc il faut au-delà d'un mois même pour. Alors on a vu ça avec Vilena, qu'on s'y prend là vraiment très en avance pour pouvoir que ça se passe au mieux et que ce soit pas une difficulté. Une fois qu'on a accordé nos violons et qu'on a un peu cette expérience-là, normalement ouais c'est assez facile. Mais parce que on n'est pas les seuls à Bourgoin-Jallieu à échanger avec l'Ukraine. Donc je pense qu'il y a beaucoup de villes françaises et beaucoup les trésors publics communiquent les uns avec les autres. Donc il y a des choses qui se font déjà de plus en plus, on va dire, naturellement. Nous, ça a été aussi l'occasion de partager des moments assez, alors je ne sais pas par où commencer, mais des moments assez émouvants parce que quand voilà, le groupe de Smila est arrivé en France, nous on était aussi un peu inquiets, aussi inquiets qu'eux de toute façon. Parce qu'on savait pas ce qu'on allait leur proposer allait leur convenir. Et surtout, on avait la barrière de la langue, la barrière de tout ce qui est aussi gastronomique. Enfin, on se demandait est-ce qu'on fait, on répond. Et en fait, voilà, j'ai oublié, c'est Natalia, je crois, la chef de groupe. C'est ça. Voilà, on a échangé. Elle a dit non, mais échangez rien. On est en France. Accueillez-nous à la française, du petit déjeuner jusqu'au soir, aux soirées, aux visites. Et puis nous, on fera un petit peu la traduction, en tout cas, la personne qui fera le lien et qui motivera les troupes, on va dire. Voilà. Donc, après, je sais pas, vous avez peut-être des questions, parce qu'en tout cas, je peux au moins en parler pendant des heures. Hein. Un grand merci, Eric. On va peut-être poser des questions un petit peu plus tard. Ouais. On peut donner la parole à Bonnette de la ville de Clermont-Ferrand aussi, qui peut partager son expérience. Et ensuite, on pourra répondre à vos questions, parce que malheureusement, le temps passe. Mais en tout cas, on pourra poser toutes les questions à Eric, à Bonnette, à nous. Vous pourrez poser toutes vos questions juste à la suite de l'intervention de Bonnette. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille pour la ville de Clermont-Ferrand et je suis gestionnaire des structures extérieures de la ville. Donc nous, on a la chance d'avoir trois structures de vacances qui ne sont pas à Clermont, mais dont une qui donc se situe à Thé, donc c'est pas loin du tout de Clermont, c'est à peu près 20-25 minutes. Et donc on a reçu également une classe de répit en novembre dernier, une quarantaine de jeunes de 16-17 ans. Et bon, la ville s'est engagée parce qu'on a, depuis le conflit, on a un nouveau jumelage, en fait, avec la ville de Kremenchuk. Donc, c'était une demande du maire de Clermont qui était en lien avec le maire de Kremenchuk. Donc, pour nous, ce qui a été... pour nous, ce qui a facilité, on va dire, la venue de ces jeunes, c'est que on a cette structure qui était libre à cette période, qui pouvait les accueillir complètement avec du personnel à dispo sur place, cuistot, personnel d'entretien, chef de structure, etc. Et on a aussi des animateurs permanents pour la ville qui sont donc
des fonctionnaires qui travaillent sur les écoles dans l'animation, qui se sont portés volontaires en fait, puisqu'ils sont assez nombreux. On avait demandé qui serait intéressé pour encadrer des moments d'animation. Donc les intéressés se sont positionnés. Ça a été assez vite finalement l'organisation. Moi, mon chef donc du directeur enfance jeunesse m'avait un petit peu laissé carte blanche aussi. Donc bon, je savais qu'en termes de budget, j'étais assez large, assez important. J'ai bien compris que c'était pas forcément la thématique, mais bon, voilà, moi en tout cas, j'avais cette chance-là. Et donc j'ai fait appel à des animateurs qui ont pu proposer aussi des moments d'animation. Donc après, je rejoins Monsieur Jégu concernant le rythme. Effectivement, nous, on a voulu blinder un planning, tel jour, telle heure, on va faire ça, réserver plein d'activités, etc. Effectivement, en fait, les jeunes étaient vite très fatigués. À la fois, ils étaient demandeurs quand même, parce que je pense qu'ils se disaient on est là en France, c'est pour profiter, etc. Mais effectivement, faut bien veiller à ce qu'ils puissent quand même se reposer. Même les accompagnatrices, à la fin, elles étaient vraiment complètement sur les genoux, les pauvres. Mais voilà, faut respecter le rythme. Et après, je rejoins aussi le fait d'accueillir à la française, effectivement. Là-dessus, on s'interrogeait aussi sur les repas. Donc après, je sais que les cuistots sur place ont un peu vu, voilà. Je sais que sur les petits déj, ils adoraient les confitures, par exemple. Donc elles avaient recommandé plein de confitures. Enfin bon, elles s'étaient un peu adaptées, mais dans l'ensemble, voilà, on les a accueillis comme si on avait accueilli des classes de petits Français. Ce qu'on avait mis à dispo aussi, qui était intéressant, je pense, c'était tout ce qui était du matériel pédagogique, des jeux de société, du matériel de sport, pour qu'ils puissent aussi avoir des moments tranquilles avec des ballons, avec, je sais pas quoi, des battes de baseball ou des raquettes de badminton, etc., pour jouer un peu tranquillement. Et puis après, nous, en termes d'activité, donc on avait proposé du VTT, de l'équitation, une visite d'un château et d'une ferme. Une ou deux randonnées, parce que donc nous on est dans la chaîne des puits, donc on a fait l'ascension des volcans, et puis un bowling et une visite de l'ASM Expérience, puisque nous aussi on a un peu de rugby par là. Donc on a essayé de varier effectivement entre le culturel et le ludique et le sportif. Et puis un bowling aussi, je sais plus si je l'ai dit, voilà. Et puis donc nous, ils avaient une semaine de cours aussi. La première semaine, ils étaient dans un lycée. Je sais pas si c'est toujours ce format-là que vous faites, mais il y avait donc cours dans un lycée de Clermont-Ferrand. Et puis après, donc une semaine où ils avaient vraiment des activités, des jeux, du sport, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Je peux répondre à d'autres questions pour aller plus dans le détail. Merci beaucoup, Bonnette. Merci beaucoup, Bonnette. Merci beaucoup, Eric. Là, ce qu'on peut faire, on peut commencer. Voilà, n'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions dans le chat. On peut commencer à répondre tous ensemble, Bonnette, Eric, ou tous les participants répondent à toutes ces questions. Je vais commencer dans l'ordre. Et n'hésitez pas, là, voilà, même oralement, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. À quelle période... Voilà. En quelle période clé organisée? Nous sommes en fin juin, un mois organisation en juillet et accueil en août compliqué car logement. Les périodes clés, en fait, ça dépend souvent. La période phare, c'est l'été, comme vous en doutez, parce que c'est là que les enfants ukrainiens sont en vacances. Et du coup, c'est là que aussi il y a des centres de loisirs, etc. et qu'il y a le beau temps, donc c'est bien. Mais on organise aussi souvent, c'est le cas avec Clermont-Ferrand, par exemple, c'est plus souvent en automne, ça se passe aussi très bien. On a organisé aussi des séjours en hiver, ça se passe aussi très bien. C'est une ambiance différente, un climat différent. Il n'y a pas vraiment de période. Voilà, ça dépend surtout du rythme scolaire des enfants ukrainiens. Mais voilà, après on a organisé des séjours dans toutes les périodes de l'année et à chaque fois ça s'est très très bien passé parce que chaque période il y a un type d'activité qu'on peut effectuer, etc. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de directive par rapport à ça. Gaël, bonjour, concernant les classes transplantées, les jeunes ukrainiens font-ils les classes avec les jeunes français? Alors là, comme je l'ai dit,
tous les formats sont différents, on peut en discuter, voilà, ça dépend du type de séjour. Bien souvent, ils ne sont pas mélangés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un lycée français, mais ils viennent dans une classe qui leur est attribuée avec leur prof ukrainien, mais là, en dehors des temps scolaires, il y a des échanges avec des Français, et parfois, il peut y avoir aussi des cours de français. Peut-être, Bonnette, tu peux parler peut-être un peu plus de ça, comment ça se Nous, fait effectivement, la commande à la base qu'on avait compris, c'était bien d'avoir surtout des classes à dispo et de pouvoir faire classe dans un environnement classique à l'école, dans une classe avec un prof en face des élèves, puisque c'est ce qui manque aussi actuellement a priori en Ukraine. Donc, ils ont croisé des jeunes Français sur les temps de cours, mais très peu. Finalement, c'était pas la commande. Et je pense que ça aurait été sûrement un petit peu compliqué aussi à mettre en place sur si peu de temps, sur la barrière de la langue, etc. Par contre, les profs dans le lycée, c'était... Alors moi, j'avais pas tellement la main dessus puisque je travaillais pas pour l'éducation nationale et on pouvait pas tellement leur passer commande, etc. Mais d'eux-mêmes ont vite proposé chaque jour, en plus donc des cours assurés par les profs ukrainiens, des cours. Alors il y avait eu de l'initiation au français, il y a eu de l'improvisation théâtrale, il y a eu un prof de sport qui leur a fait aussi du sport mercredi après-midi. Enfin voilà, les profs français étaient contents aussi de s'impliquer. Donc, mais voilà, mais c'était qu'avec la classe d'Ukrainien. Il n'y a pas eu vraiment d'échange avec des jeunes de Clermont, par contre. Super, merci beaucoup. Si on me permettait, comme a déjà souligné François, en effet, il y a plusieurs variantes. Parfois, ce sont les groupes des enfants pas francophones, mais qui maîtrisent le français. Nous avons également les lycées francophones en Ukraine. Je me souviens de l'expérience des enfants de Vinnytsia qui sont passés leur séjour en Nancy. Les enfants, ils ont eu vraiment les cours partagés avec les Nansois, avec les enfants de Nancy. Et donc, c'est-à-dire que les groupes, ils ont été partagés par 15. Ils étaient en train d'être accueillis dans les classes et ont suivi les mêmes cours que les élèves français. Comme a dit Bonnette, oui, à cette fois-ci, à Clémenchuk, il n'y a pas forcément de lycée français, donc les enfants, ils n'ont pas forcément maîtrisé la langue française, ce qui n'a pas pu, être un cadre pour pouvoir les mettre pas à pas dans les mêmes cours que les gens français. Mais par contre, pour l'organisation des cours sportifs, de la musique, passer un peu de temps à la cantine, ce qui est tout à fait possible. Nous commençons à travailler de plus en plus avec une institution qui s'appelle Mala Academy. C'est une académie de l'éducation nationale en Ukraine qui assure tout ce qui est périscolaire. C'est-à-dire qu'on pourrait y aussi travailler sur cet aspect. Je sais que, par exemple, de votre côté, à Clermont-Ferrand, vous avez engagé les représentants de l'Académie française pour pouvoir vous aider dans tout ce qui est la partie du planning éducatif. Mais à chacun, la seule chose, c'est qu'on a toujours pu avoir un avantage, c'est que les Ukrainiens, ils adaptent au niveau des plannings français. Les vacances, je l'ai vu dans le message, ils ne sont pas assurés de la même manière. Nous n'avons pas les mêmes périodes. Les vacances en Ukraine, par exemple, de l'été, elles commencent à la fin du mois de mai et pas en juin, comme ça se passe en France. Par contre, il y a toujours la grande volonté des collectivités ukrainiennes d'envoyer les enfants pour qu'ils puissent avoir un peu d'échanges internationaux, mais aussi d'avoir le répit, malgré le fait que ce sont les classes en santé, les enfants, ils se reposent dans le sens moralement, ils sont loin des bombardements, ils sont dans les spaces, dans les safe space, dans le sens qu'ils ont la possibilité d'être loin de la guerre. Et je sais que même si ça passe sur une période scolaire en France, mais ce n'est pas du tout les périodes scolaires en Ukraine, les collectivités ukrainiennes essaient de s'adapter au planning français. Et après, tout ça, c'est à discuter, à réétudier, mais tout est possible. Merci Vilena. Merci Bonnette. Autre question, j'ai perdu. Il y avait une question sur les familles d'accueil. Voilà, quelles sont les conditions de sélection des familles françaises? On n'en a pas parlé, donc voilà, les deux formats, c'est soit accueil en collectif, donc c'était le cas de Bonnette et de Eric. Mais aussi parfois les séjours sont accueillis en famille d'accueil. Donc là, souvent, par notre expérience, souvent c'était des associations ukrainiennes déjà sur place, dire soit une diaspora ukrainienne qui avait accueilli des enfants ukrainiens, mais pas que. Souvent c'était des associations locales, des familles qui étaient déjà engagées
engagés dans la collectivité, etc., qui ont accueilli des jeunes. Voilà, ça dépend, malheureusement la question est assez difficile parce que ça dépend vraiment de votre collectivité, de votre dynamique, les associations sur place, etc. Mais souvent, voilà, ce sont les personnes qui sont déjà engagées au niveau associatif qui s'engagent à accueillir les jeunes Ukrainiens. Oui, pour les familles d'accueil, en effet, ça réduit le coût d'accueil des enfants. Donc ça, en fait, rapidement, en collectif, le plus et le moins du collectif. Le plus, c'est que ça permet aux enfants de vraiment être ensemble, d'avoir un aspect social, etc., qu'ils n'ont pas souvent en Ukraine. Mais du coup, c'est plus cher pour les collectivités d'accueil. Et les plus et les moins de la famille d'accueil. Le plus, c'est que c'est moins cher, que ça crée vraiment des liens avec les familles d'accueil. C'est aussi vraiment une expérience 100% française, parce que les enfants sont dans une famille française. Mais le moins, c'est que des fois, il y a moins cette connexion entre le groupe, parce qu'il y a moins d'activité entre les groupes. Le groupe est plus dispatché dans les familles d'accueil. Mais voilà, tous les formats, il y a des plus et des moins, donc il n'y a pas de souci. Concernant alors il y avait une question sur le transport. Qui organise le transport? Nous, on peut s'en charger parce que nous, comme j'ai dit, on a une grande expérience là-dessus. On est vraiment, à chaque fois, on organise le transport parce qu'on est en contact avec les compagnies ukrainiennes et aussi on connaît toutes les démarches pour les contrats, etc., qui peut être un peu compliqué parce que souvent c'est en ukrainien, etc. Et pour le financement du transport. Est-ce que habituellement la collectivité d'accueil qui couvre les frais? Alors ça dépend. Parfois oui, parfois non. C'est vraiment au cas par cas. Nous parfois on a la possibilité de participer financièrement un petit peu à la logistique entre la France, l'Ukraine et la France. Malheureusement c'est au cas par cas et malheureusement notre budget sur cette année il est déjà booké au maximum parce qu'on a battu des records au niveau des séjours. Donc voilà, c'est au cas par cas, mais on pourra en discuter. On pourra organiser un appel, parler de votre projet. On pourra discuter au cas par cas. Et s'il est possible, je suis preneuse pour tout ce qui concerne le dossier administratif, convention, fiches sanitaires, individuelles, etc. Avec plaisir, on pourra vous envoyer nos templates et vous pourrez les utiliser. Ou on pourra aussi organiser un meeting ensemble pour vraiment parler de votre projet, pour qu'on puisse accompagner votre projet et, au cas par cas. Donc voilà. Y a-t-il une subvention à prévoir pour votre association dans le cadre de l'organisation du séjour? Pas forcément. Comme je l'ai dit, nous notre idée c'est d'aider un maximum. Je sais qu'on a déjà eu des heureuses. Voilà, je sais qu'on on nous a donné une ou deux subventions. Donc voilà, on a été très contents. Donc merci beaucoup pour ce geste. Mais voilà, notre but c'est vraiment d'organiser un maximum de séjours pour les enfants. Donc voilà, notre idée c'est vraiment de mettre à contribution notre expérience, vous accompagner, etc. Pas besoin de subvention pour ça, pour que vous aider à mettre en place un séjour pour les enfants ukrainiens. Nous sommes preneurs également pour les templates. Ok, on vous fournira tout ça. Et voilà. Ouais, et pour Saint-Étienne, voilà, Sonia, en effet, ça serait bien, parce que je crois que vous vouliez organiser en août, donc ça serait bien qu'on puisse cette semaine, pourquoi pas, organiser un meeting pour parler de ce beau séjour pour les enfants de Volyn et de Lugansk. Merci, et on vous laisse. Vous avez d'autres questions ou pas? Voilà, on vous laisse avec une petite vidéo. Juste avant les vidéos, je tiens à dire que voilà, n'hésitez pas, maintenant vous avez notre contact, à aller sur notre site internet. Vous allez avoir le QR code à la fin. Et voilà, on serait heureux de vous aider, de vous accompagner dans l'organisation d'un séjour de répit. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on organise un appel ensemble. Et voilà, si vous avez une question, n'importe quoi, envoyez un email et on vous aidera. Voilà, et ça, c'est une petite vidéo que des jeunes avaient créée lors d'un séjour de répit à Cherbourg pour des enfants de Tcherouïv, à l'est de Kharkiv. Заглядаю в очі, лови на телефон. Ці миті, коли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом. Пригоди зі смаком, коли зніми цю мить, та ніби такі класні. Життя летить, екрани старі гаснуть. Ловий момент, ці кадри такі шалені. Це наше місце, це наше небо. Малюй собі, малюй.
Merci beaucoup, Vilena. Merci. Si tu peux aller sur le dernier slide. Il y a juste un petit dernier slide qu'on Voilà. aimerait vous partager. Voilà, on a un QR, donc n'hésitez pas à scanner le... L'impression. Je peux mettre en plein écran, Vilena. À scanner le QR et vous allez atterrir Pense sur à notre... ton micro. Ah. Pardon, c'est pas fonctionnel. Merci, c'est mieux avec le micro ouvert. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos questions. Malheureusement, c'est un sujet qui est vaste, donc il y a beaucoup de choses à dire au niveau opérationnel, du budget, etc. Donc là, on a fait le focus sur l'opérationnel, mais on organisera d'autres webinaires sur d'autres aspects. Donc voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code, vous allez atterrir sur notre site internet et là vous aurez nos informations pour nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on peut aussi communiquer autour d'un appel pour vous accompagner au cas par cas sur votre séjour de répit et aussi on pourra vous envoyer des documents, etc., les templates comme on a précisé lors de ce webinaire. Et on vous enverra à la suite de ce webinaire, j'ai enregistré, si ça a fonctionné, parce qu'on a pas mal de soucis techniques, cette conférence. On vous la transmettra, comme ça, n'hésitez pas à la partager à vos partenaires, à d'autres collectivités qui n'ont pas pu être présentes et qui souhaitent aussi organiser un séjour de répit pour les enfants ukrainiens. Merci Bonnette, et merci Eric pour votre implication aussi que vous accueillez chaque année des séjours de répit et merci pour votre intervention et merci à toutes les personnes ici. Et voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.